This iHeartRadio station is brought to you by Vitamin Water. Well, we got a minute. I'm gonna buy that truck I've been wanting. Wait, don't you need like weeks to shop for a car? I don't. Carvana makes it super convenient to find exactly what I want. Hold up. You're buying a car on your phone? Isn't that more of a laptop thing? You can shop wherever you want. I like to do my research, read reviews, compare models. Plus, Carvana has thousands of options. How'd you decide on that truck? Because I like it. Oh, that is a great reason. Go to Carvana.com to sell your car the convenient way. Salut à tous. Aujourd'hui, avant de commencer cet épisode, je voulais simplement, dans un premier temps, vous remercier, mais vraiment très chaleureusement, pour tous les commentaires. Certains sont très élogieux, ça nous va vraiment droit au cœur. Et rappelez-vous, ça fait à peine 1 an qu'on a commencé cette aventure, et c'était très excitant, puis surtout on s'attendait absolument pas à ça. Ça fait vraiment du bien de lire certains de vos commentaires. En plus de ça, dans certains de vos commentaires, nous avons conscience que un épisode tous les mois, c'est vrai que c'est peu. Mais bon, c'est vrai que chaque épisode prend du temps et nous préférons, en définitive, la qualité à la quantité, comme dans beaucoup de cas. Bon, sachez aussi que pour vous aider à patienter, un nouveau concept peut être présenté. C'est sur la chaîne Toujours Poussière d'Étoiles, une fois toutes les 2 semaines, qui peut être aussi disponible en podcast ou en vidéo sur Facebook, Instagram, IGTV, etc. Et dans ce genre d'émission, en fait, ça serait bien, ça serait interactif, parce que j'essaierai de répondre aux questions que vous me poserez sur la physique, sur l'astronomie, l'astrophysique, ou etc. Vous pourrez poser ces questions par message sur nos réseaux sociaux ou par un mail. Alors, media.replay@gmail.com. Voilà. En plus, je vous invite également, pour patienter, on a aussi un autre concept. Ça s'appelle « Mais à quoi ça sert ?» Vous savez, en fait, quand vous entendez des tas de gens aller à dire « Mais à quoi ça sert ? Mais pourquoi on met tant de pognon là-dedans alors qu'il y a autre chose à faire ?» Et pour décrire rapidement le concept, on peut s'apercevoir les conséquences de certaines découvertes dans lesquelles on a mis beaucoup de pognon, entre guillemets. Et on voit les conséquences. Je vous donne un exemple très très simple, c'était l'imagerie médicale ou alors le laser. C'était un concept, c'était une idée, et puis on a fait des recherches là-dessus, et vous vous rendez tous compte de la conséquence dans tout ce qui nous entoure. Voilà, ça sort tous les mois, c'est en décalé de 15 jours, ce qui fait que voilà, ça vous permettra de pouvoir patienter tranquillement. Et nous nous retrouvons encore une fois pour continuer cette aventure magique et pleine de rêves. Alors aujourd'hui, on va parler d'un phénomène extrêmement curieux. Alors déjà dans le passé, il y avait des dieux créateurs de tout ça, donc voilà, il y avait donc une histoire. Un dieu ou des dieux auraient créé de plein de façons différentes, chacun son délire, pour expliquer la naissance de l'univers. Bon, c'est vrai que la plus connue chez nous, c'est la Bible, c'est la Genèse. Dieu créa l'univers en 6 jours, et puis le 7e jour, il s'est reposé. C'était une très bonne idée d'ailleurs. Mais pendant longtemps, d'une façon mythique et légendaire, il y avait un créateur, donc un instigateur d'une histoire. Voilà, puis après, un peu plus tard, la raison est arrivée donc avec les Grecs, et puis beaucoup de philosophes de partout, qui ont regardé ça d'une façon beaucoup plus rationnelle, disons. Et à ce moment-là, l'idée, c'était que l'univers avait toujours existé, était éternel dans tous les sens. C'est-à-dire que le temps partait de moins l'infini, et puis il allait jusqu'à plus l'infini. C'est-à-dire qu'il était définitivement statique, posé, créé de tout temps, et voilà. Donc, pendant longtemps, c'était une belle idée, puisque tout semblait si statique, tout le ciel était statique, rien ne bougeait, sauf les planètes autour de la Terre, sinon tout le reste semblait fixe. Puis avec nos yeux, c'était une certaine vision des choses, puis après des télescopes et disons du matériel performant permettaient de sonder de plus en plus loin, c'était des aides à nos sens, donc on commençait à voir. Puis là on a vu quand même que non, ça bougeait pas mal, ça bougeait, les étoiles bougeaient, avaient des vitesses propres, elles allaient un peu dans tous les sens, certaines s'approchaient, d'autres reculaient, enfin bref. Et il y avait une possibilité très 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 simple
de comprendre comment mesurer la vitesse des objets dans le ciel. Alors ce truc-là, ça s'appelle l'effet Doppler, mais tout le monde le connaît. Tout le monde a été sur un bord de route en entendant passer une moto, par exemple. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait... Donc le son passe des aigus, donc là, lorsque la moto s'approche, on entend le son aigu, et puis lorsqu'elle s'éloigne, ça devient grave. En fait, la lumière, c'est exactement pareil, c'est une onde qui est de la même manière. Donc ce qui fait qu'en observant les étoiles, on pouvait observer, entre guillemets, certaines couleurs. Et on voyait que beaucoup d'objets, leur lumière devenait, disons, de plus en plus rouge. Donc ça rougissait pour certains, et puis ça bleuissait pour d'autres. On s'est aperçu que finalement, c'était exactement pareil que le son. Il y avait un décalage. Au lieu que ce soit de fréquence de son, c'était de fréquence de lumière. Et lorsqu'un objet s'éloigne, il devient de plus en plus rouge, entre guillemets. Et lorsqu'un objet s'approche, il devient de plus en plus bleu. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler, qui est utilisé couramment pour mesurer la vitesse du sang dans les veines. On appelle ça faire un Doppler. Ou alors, éventuellement, si vous êtes en voiture et que vous allez trop vite, on peut utiliser cet effet pour voir si vous allez trop vite ou pas assez vite. C'est sur les radars. Bref, on avait un moyen extrêmement simple de déterminer la vitesse des étoiles. Au début du siècle, on pensait que tout était fixe encore, et puis un physicien très connu, Hubble, a commencé à regarder, à sonder l'espace très lointain. Déjà, s'apercevoir que non seulement notre galaxie existait, mais il existait des tas d'autres galaxies, des millions, des milliards d'autres galaxies, chacune comprenant des milliards d'étoiles, etc., comme je l'avais déjà raconté au tout début de cette série. Et en regardant ces galaxies, qu'est-ce qui s'est aperçu soudainement? Chose assez incroyable, c'est que toutes les galaxies lointaines s'éloignaient, elles rougissaient. Donc, ça se décalait vers le rouge. Donc, il a dit, mais c'est fou ça, ça veut dire que tout s'éloigne de nous? Serions-nous redevenus à nouveau le centre du monde? Alors que depuis longtemps, on avait oublié cette notion d'être le centre du monde. En fait, il fit une seconde observation encore plus troublante. C'était que, en observant les galaxies lointaines, non seulement il s'apercevait qu'elles s'éloignaient vite, mais plus elles étaient loin, plus elles s'éloignaient encore plus vite. Donc ce qui fait que les objets les plus lointains s'éloignaient plus vite que les objets les plus rapprochés, disons. Alors on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, c'est très simple. On va faire une petite expérience de pensée qui va nous permettre de comprendre un petit peu ce phénomène. Imaginez un ballon de baudruche sur lequel vous avez dessiné 3 petits bonhommes. Le premier dessin, c'est une petite bonne femme qui s'appelle Alice. À 10 cm de cette première personne, vous dessinez un deuxième personnage, c'est Bob, à 10 cm. Puis à 10 cm de Bob, vous dessinez un petit personnage qui s'appelle Charlie. Donc Alice, Bob et Charlie sont séparés de 10 cm sur le ballon de baudruche. Très bien. Vous décidez de souffler dans le ballon pour le gonfler, de telle manière que les distances entre Alice et Bob, au lieu d'être 10 cm au début, ça devient 20 cm. Donc de Bob à Charlie, ça va faire aussi 20 cm. Imaginez que vous ayez soufflé pendant une seconde. Voilà. Donc, Bob s'éloigne d'Alice de 10 cm en un souffle, c'est-à-dire 10 cm en une seconde. Charlie s'éloigne de Bob de 10 cm en un souffle, c'est-à-dire de 10 cm en une seconde. Mais si Alice regarde Charlie, la distance aura été doublée, c'est-à-dire qu'elle aura fait 20 cm en un souffle. Donc Alice voit Charlie s'éloigner avec une vitesse plus grande. Maintenant, si vous êtes Charlie et que vous regardez Bob et Alice, c'est exactement la même chose. Bob semble s'éloigner, mais Alice va s'éloigner 2 fois plus vite. Eh bien, c'est faux. C'est faux tout simplement parce que non, ils ne sont pas éloignés du tout. C'est la distance entre A et B qui a grandi, entre Alice et Bob. C'est la distance entre Bob et Charlie qui a grandi. C'est cette distance qui a grandi. Mais qu'est-ce qui a réellement grandi? C'est le ballon. Alice, Bob et Charlie sont immobiles. C'est l'espace entre eux qui a grandi. Et c'est ce qui se passe. Ça a été la déduction la plus logique et la plus incroyable. C'était que, en fait,
l'univers, l'espace entre les choses, entre tous les objets, était en expansion. Eh bien, si vous regardez le ciel, si vous regardez les galaxies qui s'éloignent les unes des autres, les galaxies sont immobiles. C'est l'espace entre les galaxies qui gonfle. Alors, mais c'est complètement dingue parce que l'espace est fait de vide. Donc, le vide gonfle. Rappelez-vous le dernier épisode. Le vide, le rien et le néant. Le vide n'est pas statique. Il est capable d'être agrandi. L'espace est une espèce d'objet qui est malléable. Il peut s'étirer, s'agrandir, se tirer comme un élastique et pourtant il est totalement vide. Avec dedans, rappelez-vous, bourré de particules virtuelles potentiellement possibles. Voilà un petit peu. Donc la première chose qui était complètement hallucinante, c'était que l'univers était en expansion. Tout était en train de s'éloigner de tout. Et plus les objets étaient lointains, plus ils s'éloignaient plus vite. Pourquoi ? À cause, rappelez-vous le ballon est courbe. Eh bien l'espace est courbé. Il est courbé, rappelez-vous, on en avait parlé avec Einstein, l'espace est courbé par la matière qu'il contient. Donc finalement, les objets s'éloignent, c'est comme s'ils étaient à la surface d'un ballon, sauf que ce n'est pas une surface, c'est un volume. Donc l'univers est en expansion. Tout s'éloigne de tout. Nous, à notre échelle, bien sûr, c'est infime. Entre deux personnes espacées d'1 mètre, le mètre, il est bien sûr en train de s'expandre lui aussi, puisqu'il fait partie de l'espace. Mais c'est tellement insignifiant que c'est totalement inobservable avec n'importe quel instrument que vous pouvez imaginer. Donc voilà, bon, oui, mais bon, c'est bien joli tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? S'il est en expansion, si l'univers est en train de grandir, si l'espace entre les choses est en train de gonfler, je dis bien l'espace entre les choses est en train de gonfler, et non pas le mouvement propre des galaxies, eh bien, c'est que on n'a qu'à faire le chemin inverse du coup. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il y a un quart d'heure, l'espace était un peu plus petit, il y a 1 heure, encore un peu plus petit, etc., etc. Donc on n'a qu'à faire tout simplement le chemin à l'envers. Et on va voir jusqu'où on peut arriver. Alors, en fait, c'est très simple. Puisque le vide est immense, il y a une immense majorité de vide par rapport à la matière qu'il contient, eh bien, on n'a qu'à, par l'imagination, le supprimer doucement. C'est-à-dire qu'on va commencer à rapprocher les galaxies les unes des autres. Mais dans une galaxie, c'est fait de milliards et de milliards d'étoiles, et la distance entre les étoiles, rappelez-vous, elle est absolument gigantesque. Petit rappel, pour aller voir notre voisine, avec nos vaisseaux spatiaux, il nous faudra 80 000 ans. Donc il y a encore beaucoup d'espace. Eh bien, on va continuer à contracter tout ça. Les étoiles commencent à se rapprocher les unes des autres, elles se rapprochent, on rapproche, on comprime tout ça. Et voilà, ça y est, on a comprimé. Existe-t-il encore de la place ? Mais bien sûr. Rappelez-vous ce que je disais. Eh bien, toute la matière est espacée. Il y a beaucoup de vide entre les molécules. Il y a énormément de vide à l'intérieur des atomes. Eh bien, remplissons-le. On n'a qu'à continuer à le remplir. Appuyer, comprimer, il y a toujours de la place. Par imagination, on a une estimation grossière du nombre de galaxies, du nombre d'étoiles qu'il y a dans l'univers observable. Eh bien, on pourrait imaginer supprimer tout ce vide par un petit calcul simple pour voir ce que ça donne. On regarde la taille de tous les objets. Eh bien, on serait tout à fait capable de comprimer l'ensemble de l'univers dans un petit grain de talc. Et il y aurait encore de la place. Mais alors, c'est complètement dingue cette histoire. Eh bien, en comprimant l'ensemble de la matière qui existe dans la galaxie, on arrive à reculer dans le temps jusqu'à approximativement 14 milliards d'années. Donc, on peut estimer grossièrement que l'expansion de l'univers a commencé globalement il y a 14 milliards d'années. Donc nous, on a fait le chemin inverse, on a comprimé tout ça en 14 milliards d'années et on arrive à un point quasi nul. Alors là, on se retrouve face à un problème absolument gigantesque. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Comment puis-je comprimer absolument toute la matière de l'univers en un point qui aurait un rayon nul, qui aurait une taille nulle, une densité infinie, une masse infinie, une énergie infinie et une température infinie. Bon, si c'était des mathématiciens qui regardaient ça, eux ils rigolent. L'infini, c'est un objet mathématique comme un autre. Et les physiciens, non, ils n'aiment pas du tout le côté infini. Donc finalement, ce qui se passe, c'est que
on arrive, grâce aux théories actuelles, les plus fines pour essayer de comprendre un peu tous ces phénomènes, on arrive à comprimer tout ça, pas jusqu'à un point qu'on appellerait 0, mais on a un point un tout petit peu après cet instant qu'on pourrait appeler instant initial. Beaucoup de gens l'ont appelé par dérision au départ et puis après par d'une façon sérieuse. Dès que ce petit point a commencé à enfler, on a appelé ça le Big Bang, le gros bang, le gros boom. C'était joli, hein, c'était très efficace pour l'imagination. Et on était quand même embêtés, quoi. On n'arrivait pas à voir clairement, mais qu'est-ce que ça pouvait être un point comprenant tout ça et pourquoi il s'est mis à exploser. Donc voilà, non, c'était complètement fou. À ce moment-là, cet instant absolument théorique qu'on appellerait le 0, il y aurait ni espace ni temps. Et puis d'un seul coup, le temps et l'espace seraient arrivés. Bon, on va laisser tomber cet hypothétique moment, l'instant 0, parce qu'on est coincé avec ça. Bon, mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est de s'approcher aussi près de 0 qu'on veut, sans vraiment l'atteindre. Et là, d'un seul coup, les infinis disparaissent. On peut être à 0,000000000, enfin, autant que 0 que vous avez envie, 1 à la fin, et là, ça évite d'arriver à ce fameux 0 qui est incompréhensible dans un premier temps. Donc nous, on va commencer cette histoire un tout petit peu après ce 0, on l'appelle le temps de Planck. Ce temps, il est de l'ordre de 10 puissance moins 43 secondes. Alors pour ceux qui ne sont pas habitués, ça veut dire 0,43 0 et 1 à la fin. Seconde. C'est une infime fraction de seconde. On va commencer à ce moment-là. À ce moment-là, eh bien, là, on n'était plus infini. La température était de l'ordre de centaines de milliards de degrés, mais c'était pas infini. La densité était gigantesque. La masse était complètement hallucinante. L'énergie était folle. Elle se comptait avec des tas de zéros, mais pas l'infini. Donc ça change tout. Après 10 puissance moins 43 secondes, l'histoire commence. Bon, on pourrait peut-être essayer d'imaginer qu'est-ce qu'était l'univers à ce moment-là. Il n'avait quasiment aucune taille. Si c'était 10 puissance moins 33 cm ou 10 puissance moins 33 mètres, ça voulait dire 0,00033 zéros. Donc vous imaginez, c'était infiniment plus petit que n'importe quelle particule élémentaire. Donc la température était gigantesque et ça ressemblait beaucoup au vide. À ce moment-là, pendant ces fractions de secondes, apparaissait et disparaissait de la matière. Particules, antiparticules, particules, antiparticules, etc., etc. Mais ça s'annihilait aussitôt. On restait dans une ambiance d'énergie et de température folle. Mais il s'est passé un phénomène, encore une toute petite fraction de seconde après cet instant. Il y a ce qu'on appelle l'inflation cosmique. C'est-à-dire que d'un seul coup, l'espace s'est créé. Les objets qui étaient présents à ce moment-là, l'espace entre tous ces objets s'est mis à enfler d'une manière folle, de la même manière que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'était l'espace qui était en train de grandir. À ce moment-là, il a commencé à grandir pendant ce phénomène qu'on avait appelé le temps de l'inflation. Il grandissait à un tel point que pendant une infime fraction de seconde, il est passé de la taille, on va dire d'un grain de talc, jusqu'à la taille du système solaire pendant une infime fraction de seconde. Et là, d'un seul coup, le temps est apparu en même temps que l'espace, puisque les objets étaient capables de bouger d'un point à l'autre à une certaine vitesse. Donc il leur fallait un certain temps pour arriver quelque part. Donc le temps et l'espace se sont mis à coexister et à dominer l'univers primordial. Bien sûr, l'espace s'étendant, eh bien, la température a commencé à chuter, puisqu'il y avait plus de place. La densité commençait à chuter, puisqu'il y avait encore plus de place, mais à chaque fraction de seconde, infime fraction de seconde, l'univers était en énorme expansion, donc il y avait de plus en plus de place. Et à ce moment-là, vous vous rappelez que au début, donc à naissance de particules et d'antiparticules d'une façon incessante, mais qui s'annihilait aussitôt, mais d'un seul coup, il y a eu de la place. Ce qui fait que une immense majorité de particules et d'antiparticules se sont annihilées, ont disparu, mais on ne sait pas pourquoi, il est resté un petit surplus de particules. Et ce petit surplus de particules, ça a été ça qui a fabriqué absolument tout ce qui existe dans l'univers observable. Alors, l'espace en expansion, il y avait de la place, et la magie des forces qui existaient en ce moment-là entre tous ces objets a fait que ça a commencé à créer des choses
un tout petit peu plus complexes que des particules primordiales. Alors, on va dire pour simplifier les choses, car à un moment donné, quelques dixièmes de seconde après le début, après cette immense expansion, eh bien, l'univers était plein de particules qui étaient plutôt des électrons, des protons, des neutrons et des photons. Les photons étant des particules de lumière. Bon, il existait d'autres particules, mais qui avaient des durées de vie relativement brèves. Mais là encore, même si l'univers commençait à s'expandre, il faisait tellement chaud, la densité était tellement puissante que rien ne pouvait se construire. À chaque fois que quelque chose se construisait, tac, ça se cassait aussitôt. Mais c'était sans compter sur le temps qui passait. Et le temps passant, l'expansion de l'univers continuait. Donc la température diminuait de plus en plus et il y avait de plus en plus de place. Et 300 000 ans après cet instant hypothétique initial, il avait suffisamment de place pour que les protons qui se baladaient tranquilles et les neutrons qui se baladaient tranquilles et les électrons qui se baladaient tranquilles ont commencé à s'assembler pour fabriquer des atomes. Et l'atome le plus simple à fabriquer, c'était l'atome d'hydrogène. Donc l'univers à ce moment-là commençait à se structurer. Il y avait une immense majorité d'hydrogène, un peu d'hélium et des traces du reste, infinies. Et là, les photons qui étaient là en plein milieu de tout ça ont commencé à traverser tout ça et donc à pouvoir se balader librement. Parce qu'au début, c'était tellement dense que les photons continuaient à jouer à la grande bagarre générale de la destruction de tout ce qui pouvait exister. Et là, les photons commençaient à être libres. Et c'est ce qu'on appelle le rayonnement du fond cosmique. Ce rayonnement qui a été découvert, c'est cette lumière, on est capable de l'entendre, de la voir et de l'observer et de l'analyser. Donc à chaque fois que nous observons cette lumière, c'est une lumière qui est invisible à l'œil nu, elle se situe de l'ordre des micro-ondes, c'est invisible à l'œil nu, elle est capable de nous dire que l'univers à ce moment-là était terriblement chaud, mais qu'aujourd'hui il est terriblement froid, il est à peu près à moins 270 degrés. Donc cette lumière, vous l'avez déjà vue, si vous êtes de l'époque avec les anciennes télés, avec des écrans cathodiques, parce qu'il y avait des fins d'émission, eh bien on voyait des crépitements sur l'écran, des taches blanches noires sans arrêt. Moi c'était ça, c'est ça. On baigne dans ce fond diffus. Et ce fond diffus, c'est la première image de l'univers à cette époque-là. Voilà, le prochain épisode traitera, encore une fois, de la suite de cette fabuleuse histoire. Juste une toute petite information supplémentaire, c'est que dans la théorie d'Einstein, dans la relativité générale, eh bien, Einstein, dans sa théorie, toute cette histoire était déjà prévisible, elle était dans sa théorie, mais il n'aimait pas du tout ça. Il n'aimait absolument pas le fait que l'univers soit en expansion. Pour lui, croyant, il pensait que Dieu avait créé ça et que c'était parfaitement statique pour l'éternité des temps passés et de l'éternité du temps futur. Il a été dit non, ça colle pas, ma théorie, ça va pas du tout là. Il y a quand même des armes mathématiques qui lui permettaient d'arranger tout ça pour que l'univers soit statique. Il a rajouté dans ses équations une petite constante, un chiffre, une bricole. C'était la constante cosmologique, on l'a appelée. Et avec ça, dans sa théorie, c'était parfait, l'univers était statique. Eh bien, il a pensé que c'était la plus grosse erreur de sa vie, parce que quand il a vu et découvert que l'univers était en expansion, il a pensé que cette constante était parfaitement inutile. Il s'est trompé là encore, elle est totalement utile. On en parlera à la fin du chapitre, quand on parlera de la fin de l'univers. À bientôt. Avant de terminer cette émission, je voulais remercier Neutrino pour son commentaire. Un régal auditif, passionné de physique et d'astronomie, c'est un plaisir sans fin de pouvoir écouter Willy transmettre son savoir et ses connaissances. Merci énormément, Poussière d'étoiles. Et puis, un deuxième commentaire, vous avez été assez nombreux ce mois-ci, de Ika Ellis. Vos podcasts sont vraiment super. À chaque épisode, c'est un excellent moment de savoir que vous nous partagez. Willy est un excellent orateur et c'est un réel plaisir d'apprendre, ou plutôt de comprendre ce qui nous entoure. Merci beaucoup à vous, comme l'a dit Willy au début de l'émission, ça nous fait extrêmement plaisir. Alors n'hésitez pas, continuez surtout à nous laisser un commentaire, à partager cette émission autour de vous, et puis à aller écouter les autres émissions de Replay Media, et bientôt, comme Willy vous l'a annoncé au début de l'émission, à nous poser vos questions pour le prochain concept qui sera disponible sur la chaîne Poussière d'étoiles. À très bientôt pour un nouvel épisode de Poussière d'étoiles.
This iHeartRadio station is brought to you by Vitamin Water.